Eh bien bonjour, bon mardi à tous mesdames, messieurs, c'est la revue des grandes unes. La nouvelle expression parle de fin de parcours, le dernier voyage du cardinal, c'est le titre proposé par le tabloïd ce matin. Le journal nous apprend qu'après la levée de corps hier, c'est ce mardi que sera inhumé Christian Toumi, l'archevêque émérite de Douala, en la cathédrale Saint-Apôtre Pierre et Paul de Bonadibon. C'est en page 2 du journal ce matin. Le journal parle également du Covid-19 contre le passeport vaccinal. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé pointe l'illégalité persistante en matière de distribution mondiale des vaccins. C'est à lire en page 8 et 9 du journal La Nouvelle Expression qui parle également de Bamenda. 5 personnes tuées. Les assaillants armés ont fait irruption dans un débit de boisson. Ils espéraient surprendre les militaires. C'est en page 4 du journal qui parle aussi de cette carrière de Pendjam avec la justice qui bouge. Qui bouge enfin. C'est 21 jours après la mort de Paul Rikingue que le tribunal a donc accédé à une décès d'audience du défunt maire. C'est en page 3 et c'est ce qu'on découvre également dans le journal ce matin. Le journal s'intéresse aussi à Bafoussam où on parle de mort à Elekam. Francis Pene Tiento, récemment nommé régional à l'agence Elekam de la Damawa, a rendu l'âme à Bafoussam. C'est le journal qui nous l'apprend également en page 2 ce matin. Le journal est disponible en kiosque, tout comme le journal Kalara qui parle de curiosité avec la Cour suprême qui tient donc une audience sur le cas Mendozé. La haute juridiction a décidé enfin d'examiner l'affaire concernant l'ancien directeur général de la Cameroun Radio and Television au moment où sa famille organise ses obsèques. Les raisons de l'exhumation même d'un recours formulé depuis 2019 à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le journal parle également de l'univers carcéral quand l'État refuse donc de payer les frais médicaux de certains prisonniers VIP alors que des sommes faramineuses sont dépensées pour les évacuations sanitaires à l'étranger de quelques-uns. D'autres sont donc aujourd'hui abandonnés à la charge de leur famille. C'est ce qu'on dit en page 3. Le journal parle également de vandalisme. Un prêtre se fait dévaliser par ses amis d'enfance. En page 11 du journal Kalara en kiosque ce matin. Le journal Vision économique en kiosque aussi par l'infrastructure avec la grande métamorphose du réseau routier sous le renouveau. C'est le grand titre proposé par le journal. Le même numéro s'intéresse donc au comité des ministres de l'agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale. On parle donc de la résolution de la 3e session ordinaire présidée par le ministre Jean-Ernest Massenanga Libibé à découvrir dans le journal ce matin en page 2. Le journal qui est également en kiosque, c'est Émergence qui parle des obsèques, les adieux du cardinal Christian Toumi. Dans le journal, le corps de l'archevêque métropolitain émérite de Douala a été exposé à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala avant son inhumation. Des témoignages à lire également dans le journal ce matin. Le journal parle aussi du Covid-19 avec 391 200 doses de vaccins réceptionnées donc le 17 avril. C'est le journal qui rappelle également ces chiffres aussi ce matin dans le numéro disponible en kiosque aussi. Le journal Politics Hebdo parle de canonisation. Cardinal Toumi, le miracle inachevé de Dieu au Cameroun. Dossier à découvrir dans le journal ce matin avec d'autres informations aussi. Le journal Cameroun Tribune parle donc du cardinal Christian Toumi. Le temps des adieux, c'est le dossier proposé par le journal, la page 6 à la page 7. D'autres informations sont contenues dans le même numéro en kiosque ce matin. Le journal Mutation parle plutôt de redéploiement des enseignants avec le ministère des enseignements secondaires qui corrige notamment le préfet de la Léquier. Selon bien sûr le tabloïd, on apprend que Nado Ayonga annule donc les nominations faites il y a un mois par l'autorité administrative. Ce que prévoit la loi à lire en page 11 du journal Mutation de ce matin. Le même journal s'intéresse également à l'actualité, à d'autres actualités aussi. Dans le quotidien, le jour parle de pandémie. Covid-19, où se vacciner justement, c'est la question que se pose le journal ce matin. Le journal donne donc quelques éléments de réponse et aussi parle de ce ministre français des Affaires étrangères qui parle de l'affaire Van Moulke dans le numéro de ce matin. C'est à lire dans le quotidien le jour de ce jour. Et puis l'essentiel qui en kiosque parle de consommation avec le pain amer des livreurs
C'est un dossier que je vous invite à découvrir dans le même journal, en kiosque ce matin. Et puis le journal Économie quotidien parle donc d'alerte nord-ouest et sud-ouest en situation d'urgence alimentaire. C'est le dossier proposé par le tabloïd aussi. Et d'autres faits importants sur le plan économique à découvrir dans le journal Économie en kiosque ce matin. Et puis Tribune d'Afrique parle donc de filières sucre polémique autour des importations. On voit bien qu'il y a tout un dossier sur cette question et cette question qui intervient généralement pendant le Ramadan. Et on le constate également en ce moment, il y a une pénurie ou encore que le sucre devient de plus en plus cher. Et il faut d'ailleurs lire l'éditorial de Faustin Dicam ce matin. C'est en page 2, en page 3 également du journal Tribune d'Afrique en kiosque qui parle aussi du milliardaire. Gabriel Mbaye-Robé fait le point de la sécurité alimentaire au Cameroun. C'est dans le dossier proposé par le journal Tribune d'Afrique aussi. Et puis on va terminer avec le journal Le Popoli qui parle de Franck Biya et la tentation du pouvoir. C'est à découvrir dans le journal des caricatures qui expriment notamment l'ambiance qui règne en ce moment au pays, à la suite notamment de ce qui est révélé par le journal disponible en kiosque. Je vous invite à découvrir tout cela si vous faites un tour justement en kiosque ce matin. Voilà, nos invités sont déjà sur ce plateau. Donald Bliss-Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Kaminele, bonjour à nos téléspectateurs. Merci de m'accueillir sur ce plateau qui m'aura tant manqué. Et voilà. Croyez-moi. Merci d'être revenu en état. Merci. Allez, bonjour Kaminele. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour Donald Bliss-Kamgan. J'espère que le N'Djamena vous receviez toujours mes salutations chaque mardi matin. Et j'espère que vous avez vu comment est le Tchad, parce qu'on dit que les voyages forment la jeunesse, mais en quittant le Cameroun, nous nous retrouvons dans un autre pays, avec un autre mode de vie, avec une autre population, avec une autre communauté, avec d'autres habitudes. Vous comprenez qu'il est intéressant de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Bonjour téléspectateurs de Kinox Télévision. Merci. Alors, fin de parcours, le dernier voyage du cardinal, c'est la nouvelle expression qui cite ainsi. Plusieurs tabloïds sont revenus sur le sujet. Il y a Émergence qui parle des adieux au cardinal Christian Toumi. Également, Politique, c'est ce matin, parle du cardinal Toumi, le miracle inachevé de Dieu au Cameroun. Autant d'informations. Et également, Cameroun Tribune, ce matin, parle du cardinal Christian Toumi, le temps des adieux. Donc, vous avez le choix, en tout cas, à travers les différents titres proposés, pour magnifier celui qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Oui, on note comme une certaine unanimité de la presse sur la trajectoire et le profil de cet illustre disparu, le cardinal Christian Toumi, qui s'est investi pendant toute sa vie au service de son peuple spirituel, mais aussi peuple politique, puisque sur ces deux fronts-là, il s'est montré intraitable. C'est la fin de près de 50 ans de vie au service de l'Église, jeune prêtre, ensuite nommé évêque à Garoua, mais aussi plus tard créé cardinal, comme on le dit dans l'Église catholique en 1988. Je pense que il s'en va avec, je ne sais pas si c'est avec un sentiment de devoir accompli, mais en tout cas, ayant fait ce qu'il aurait pu faire de son vivant pour la justice sociale, pour plus d'équité, pour plus de démocratie dans cette société qu'il voulait toujours un peu plus juste, même si évidemment il laisse quelques regrets sans doute, le principal étant, on peut l'imaginer aisément, la non-résolution de la crise anglophone pour laquelle il s'est investi ardemment et de façon constante pendant ces derniers jours sur Terre. Alors, Kaminele, vous faites la même lecture avec les différents titres proposés par la presse ce matin? On voit que la presse est en pleine émotivité, en pleine consternation depuis la disparition de son unique cardinal. Parce que maintenant qu'il est mort, le Cameroun n'a plus de cardinal, il n'a plus que des archevêques. Ça a été le premier cardinal camerounais. Bien évidemment, c'est tout le monde qui regrette, qui pleure, qui se souvient avec beaucoup d'émotion de ce prix-là, hors norme, qui a passé toute sa vie au service de Dieu, mais seulement qui ne rechignait pas à jeter aussi un regard assez engagé sur les affaires de César. Donc c'est un homme d'une envergure extraordinaire qui disparaît. Bon, il est vrai qu'il disparaît à un âge canonique, mourir à plus de 90 ans,
c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais on a vu, par la mobilisation des personnes venues des 4 coins du monde, malgré les restrictions en matière de distanciation sociale, qui se sont mobilisées et qui continuent de venir rendre un hommage absolument mérité à ce grand prêtre-là. Alors, vous parlez de l'âge canonique avec le titre de Politique, c'est hebdo ce matin, canonisation, Cardinal Tumi, le miracle inachevé de Dieu au Cameroun. Oui, ce titre est très frappant, de Politique, c'est hebdo de Guévé Fongan ce matin. Je pense effectivement qu'il y a comme un goût d'inachevé, hein. Après la disparition du cardinal Christian Tumi, je parlais tout à l'heure de son investissement pour la justice sociale. Il a été quasiment sur tous les fronts en termes de formation des prêtres, en termes de combat pour l'amélioration de notre cadre démocratique. Vous connaissez ces multiples sorties en faveur de la réforme du système électoral et notamment du code électoral, son principal instrument, mais aussi en faveur d'une alternance à la tête du Cameroun. Il ne se cachait pas pour dire que s'il était à la place de l'actuel locataire d'Etoudi, le chef de l'État, il aurait déposé sa démission. Il a dit avant la présidentielle de 2018, il avait déjà dit en 2011. Je pense que lorsqu'on a une personnalité comme celle-là, il vaut mieux s'en servir le plus utilement possible le temps qu'il est encore là. Il a lui-même souvent répondu à ceux qui souhaitaient le voir être candidat à l'élection présidentielle. Certains avaient souhaité qu'il soit le candidat de l'opposition à une certaine époque. Il a répondu que il participe déjà, il sert déjà mieux qu'un chef de l'État spirituellement, puisque ses sorties, ses enseignements forment et modèlent forcément au plan spirituel un bon nombre de citoyens qui vont certainement se servir de ces enseignements. Il a été sollicité aussi, vous le savez, Flavien, pour être membre d'Elections Cameroun. Il a dit que s'il souhaitait servir au sein de l'organe qui est chargé d'organiser les élections au Cameroun, il ne peut servir que comme président. Je pense que l'histoire lui donne raison, puisque Monseigneur Dioné Ouatio, qui vient de quitter Bafoussam, lui qui a été membre de l'ECAM, il n'a pas dit ouvertement, mais lorsque vous discutez avec un certain nombre de ses proches, après sa démission de l'ECAM, il a confié à un certain nombre de ses proches qu'il regrettait d'avoir été au sein de cette instance, parce que lorsqu'il s'y engageait, il avait consulté entre autres le cardinal Christian Tumi, qu'il avait déconseillé de siéger comme membre d'Elections Cameroun, parce qu'effectivement c'était verrouillé, il ne pouvait pas agir de sorte que les élections soient transparentes. Je pense que la disparition à la fois du cardinal Christian Tumi, qui avait 92 ans, mais aussi de notre patriarche, quasiment à la même période, comme Chief Victor Mokete, à 103 ans celui-là, montre très bien que nous avons intérêt à ne plus regarder ceux qu'on peut percevoir comme étant des adversaires, comme des ennemis du Cameroun, ceux qui ont une opinion différente. Je parle notamment de ceux qui nous dirigent. Ils ont intérêt justement à prendre en compte ces différences d'opinion pour construire cette nation. Alors, Camille, les politiques, c'est hebdo de canonisation ce matin. Devrait-on rappeler que le cardinal Christian Tumi devrait être canonisé? Oh, écoutez, moi je pense que c'est un peu trop lyrique. La canonisation est soumise à un certain nombre de critères, et c'est le pape. Quand on dit canoniser, ça veut dire que élever une personne invaincue au rang de saint, devenir un saint. Vous voulez qu'il y ait un saint Tumi? Donc, moi, je pense que, oui, ça a été un grand homme, ça a été un grand prélat, ça a été quelqu'un qui aimait beaucoup et Dieu et les hommes, qui a beaucoup servi Dieu et les hommes. Mais maintenant, oser parler de canonisation, moi, je pense que c'est un peu lyrique. Bon, il est vrai que l'émotion peut nous pousser à émettre les vœux les plus pieux, ou les plus enflammés. Mais bon, canonisation, je veux bien. Chacun a le droit de rêver. Mais il faudrait d'abord que ce soit le pape de Rome qui décide de la canonisation, après avoir consulté une commission. C'est un processus très long, et ensuite on réunit un certain nombre de conditions. Très bien. Alors, donc, on va lire le sujet dans Politique hebdo ce matin, parlant notamment du cardinal Christian Tumi qui définitivement ce monde
dans quelques heures ou dans quelques minutes, où ça a déjà été fait, selon notamment nos reporters ça qui lie en sont ce moment, sur les lieux. Et là, on va poursuivre cette revue avec un autre sujet ce matin. On va bien dans le journal La Nouvelle Expression, un titre qui revient également ce matin, 21 jours après sa mort. Le journal parle donc de carrière du Pendja. La justice bouge enfin, parlant de Paul-Éric Kingué, 21 jours après son décès, alors qu'il attendait justement que beaucoup de choses changent dans ce domaine. Non, l'affaire était en instance depuis plusieurs mois et Paul-Éric Kingué n'a pas mâché ses mots pour constater toutes les entraves qui étaient posées au niveau de l'accélération de cette procédure, c'est-à-dire qu'il y avait un dilatoire extraordinaire, notamment de la part du tribunal, et le feu Paul-Éric Kingué avait saisi les tribunaux justement, non seulement au sujet de l'exploitation sauvage des carrières de Pendja par des personnes qui ne reversent rien ni à la commune ni aux populations, mais surtout sur le fait que énormément de ces carrières appartiennent à des personnes qui ont officié soit comme administrateurs civils, soit comme hommes d'affaires, et qui se sont arrogés ces carrières au mépris de toutes les règles de droit. Donc là aujourd'hui, que le tribunal est en train de faire une descente pour constater un certain nombre de choses décrites par Paul-Éric Kingué dans sa procédure, on voit tellement que la procédure est en train d'avancer. Mais elle n'avance pas parce que Paul-Éric Kingué, elle avance certainement parce que vous savez, la justice ici au Cameroun, parfois, elle n'avance qu'au gré du magistrat lui-même. Alors, on va dire que celui qui mettait le veto est parti, libertinage désormais. Bon, je ne sais pas s'il y aura une suite défavorable pour la commune, mais ce qui est sûr, c'est que ce que nous dit ce matin la Nouvelle Expression, c'est que le collectif des avocats constitué est mené par Maître Manfo, qui est par ailleurs, je crois, adjoint au maire à la commune de N'Djamé-Pendja, a rendu une note dans laquelle il informe que le tribunal de première instance de Mbanga, qui est en charge de cette affaire, que les responsables ont fait une descente sur le site de cette carrière querellée, et les avocats souhaitent que ceux qui occupent, disent-ils, illégalement ces carrières soient appelés à payer 20 000 francs CFA par jour de retard, parce que la commune souhaite que ceux qui exploitent actuellement les carrières au détriment de cette municipalité soient simplement et purement expulsés. C'était le combat et le vœu de Paul-Éric Kingué, le tonitruand maire de N'Djamé-Pendja avant son décès. C'est un combat qui est tout à fait noble pour les collectivités territoriales décentralisées. Les sources de tension qui se multiplient au Cameroun, c'est aussi parce que il y a une absence de transfert de compétences, mais aussi une absence de transfert de fonds aux collectivités territoriales décentralisées, alors que le discours officiel nous laisse croire que nous sommes dans un contexte d'accélération de la décentralisation. Alors, c'est ce que vous aurez à lire dans la Nouvelle Expression de ce matin en page 3, précisément, parlant de carrière de Pendja. La justice bouge enfin. Et là, le journal Kalaraki en kiosque parle de curiosité avec la Cour suprême qui tient une audience sur le cas Mendozé. Et seulement, le journal fait savoir que la haute juridiction a décidé enfin d'examiner l'affaire concernant l'ancien directeur général de la CRTV au moment où sa famille organise désormais ses obsèques, des raisons de l'exhumation même d'un recours formulé depuis 2019. Je pense qu'il serait peut-être acrobatique de lier l'audience qui se tient à la Cour suprême et l'organisation des obsèques du professeur Gervais Mendozé. C'est que le professeur Gervais Mendozé, de son vivant, avait introduit un pouvoir au niveau de la Cour suprême par rapport à ces différentes affaires. Et ce n'est que, malheureusement, ça restait toujours dans le pipeline, c'était dans le pipeline. Et ce n'est pas parce qu'il est mort que l'affaire a été renvoyée devant le tribunal. Moi, je pense même plutôt que c'est pour éteindre complètement l'action du professeur Gervais Mendozé qui est mort. Mais moi, j'ai un peu de peine avec tous ceux qui continuent toujours à surfer sur cette grâce présidentielle et sur les prétendues mauvaises conditions dans lesquelles le professeur Gervais Mendozé serait mort. Les gens ne savent pas, bon, quelques-uns l'ont appris par la suite, mais le professeur Gervais Mendozé n'était pas à la prison de Koningui depuis 2019. Depuis 2 ans, il était
il était pris en charge par le cabinet civil de la présidence de la République dans un pavillon VIP de l'hôpital central de Yaoundé. 2 ans, vous comprenez. Ça veut dire qu'il n'était pas abandonné à lui-même, il n'était pas délaissé comme une certaine presse, une certaine opinion tente absolument de l'imposer dans la tête des gens. Il est mort dans des conditions assez difficiles. Et il faut dire qu'il était déjà dans un état pratiquement de fin de vie au moment où il était là-dedans. C'est pour ça qu'il était pris en charge. Alors que les gens se mettent aujourd'hui, s'obstinent à gloser sur le fait qu'on l'a laissé mourir, sur le fait que la grâce qu'il a obtenue est une fausse grâce et tout cela. Moi, je pense que c'est accessoire et ça n'a pas beaucoup d'importance, dans la mesure où le seul fait d'être pris en charge par la présidence de la République depuis 2 ans, c'était déjà quelque chose qui démontrait qu'il y avait une certaine humanisation de son traitement au niveau de la prison de Yaoundé. Moi, je pense que surfer sur cela et faire croire qu'on l'a laissé mourir ou bien on a refusé de l'évacuer. Vous savez, on évacue quelqu'un que quand il y a des chances de le sauver. Et apparemment, selon ce qui se dit, dans certains milieux autorisés, l'état du professeur Gervais Mendozier était un état où il n'y avait plus de reprise de santé possible. Donc, est-ce que c'est les médecins qui l'ont dit ou alors ce sont des commentaires, Camille? Non, dit que son état de santé ne pouvait plus être amélioré. Ce sont des révélations qui sortent de milieux très appropriés. Et vous savez que le secret médical interdit la divulgation d'un certain nombre de choses. Et c'est pour ça qu'aucun médecin ne peut vous dire, mais seulement les gens de la famille qui le côtoyaient tous les jours savent très bien dans quelle situation il était. Et vous savez, on n'évacue pas pour évacuer. Alors cette famille ne devrait pas s'indigner au moment où on a annoncé son état critique, je veux dire, ces dernières minutes sur Terre de Nalbis Kamga. On voit bien que la Cour suprême tient une audience sur son cas en ce moment. Il y a le quotidien, comme le messager qui parle de la grâce à titre posthume. Oui, c'est une belle figure pour nos confrères ce matin. Je suis, en parcourant l'article que publie ce matin Kalara, j'ai retrouvé quelques phrases de Gervais Mendozier lors de la dernière audience, justement au tribunal. Il dit ceci. Je vous lis quelques bouts de phrases. J'espère pouvoir me retrouver dans ces bouts de phrases. Justement, que va gagner le pays en même étant à mort, rester en paix? C'est ce qu'il avait dit en prenant la parole publiquement. Je pense que effectivement, le journal nous informe ce matin que l'audience, dans le cas des recours qu'il a introduits, vous savez que depuis 2019, qu'il a été condamné le 19 mars 2019 précisément, il avait introduit plusieurs recours devant la Cour suprême et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles la grâce n'était pas possible dans ce cas de figure. Ceux qui ont pensé qu'il était possible de lui accorder une grâce présidentielle, la grâce n'est accordée que lorsque l'affaire a atteint l'autorité de la chose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de recours possible lorsque la plus haute juridiction vous a condamné, en l'occurrence, dans notre cas, la Cour suprême. Il se trouve que depuis 2019, la Cour suprême traîne devant elle ces recours introduits par les conseils de Gervais Mendozier, qui avait été condamné par le TCS, le tribunal criminel spécial, devant lequel il était poursuivi pour détournement présumé de 18 milliards de francs CFA. Je pense aussi, comme Kalara, que l'ouverture aujourd'hui de cette audience est le résultat d'un certain nombre de pressions, parce que le décès, dans les circonstances que l'on sait, de l'ancien directeur général de la CRTV est une violation grave des droits du détenu. Parce que même lorsque vous êtes condamné définitivement, vous avez votre dignité humaine que vous gardez. Et donc, si vous êtes malade ou si vous avez un préjudice grave, il est du devoir de ceux qui vous jugent, qui vous poursuivent, de vous accorder les soins médicaux. Pour le cas présent, il me semble que pendant plusieurs semaines, les proches de Gervais Mendozier et un certain nombre d'acteurs politiques ont demandé qu'il soit évacué pour être pris en charge convenablement. Ça n'a pas été le cas jusqu'à ce que l'on apprenne son décès. C'est quelqu'un qui est réputé proche du chef de l'État, puisque au-delà sur le plan familial, mais aussi ancien ami d'enfance du chef de l'État camerounais. Il est bien curieux de voir les conditions dans lesquelles il est parti. Cette audience s'ouvre alors qu'il est inhumé
cette fin de semaine à Saint-Médima. Et justement, la grâce à titre posthume, titre le quotidien Le Messager ce matin, et Kalara qui continue également parlant de l'univers carcéral, quand l'État refuse de payer les frais médicaux de certains prisonniers VIP, alors qu'il y a des sommes faramineuses qui sont donc dépensées pour des évacuations sanitaires pour certains à l'étranger et d'autres qui n'en bénéficient pratiquement pas. Oui, c'est ça aussi qui est embarrassant hein, dans la façon dont l'opération Épervier est conduite. Ça coûte extrêmement cher à l'État, la prise en charge de ces personnes, puisqu'ils sont nourris conformément à leur statut VIP, le mot est lâché, mais aussi sur le plan médical, ça coûte beaucoup d'argent parce que ces personnes qui sont arrêtées parfois ont des AVC, parfois ont des maladies liées à leur âge, l'hypertension artérielle, le diabète, qui nécessitent souvent beaucoup de sous. Vous avez des gens qui sont interpellés et pendant plusieurs années, on cherchait les preuves après les avoir interpellés. Ça coûte extrêmement cher. Au-delà de ça, ce sont des personnes qui, pour certains, ont puisé dans les caisses de l'État sans que l'on soit à mesure de rentrer dans ces fonds. L'ensemble de tout cela rend l'opération Épervier illégitime, alors que dans le principe de lutte contre les détournements de deniers publics, cette opération lancée en 2006 avait toute sa pertinence. Terminé. Non, moi je pense que philosopher sur les tenants et les aboutissants de la prise en charge de certains prisonniers de l'opération Épervier, vraiment nous prendrait pratiquement toute une vie. C'est vrai qu'il y a certains prisonniers, certains détenus condamnés qui ont bénéficié de soins à l'étranger, d'évacuation. Il y en a d'autres que l'on ne regarde même pas, qui essaient de se soigner qu'à un cas. Il y en a d'autres aussi qui sont pris en charge. Et ça, on ne dit pas assez. Et Donald Briskang a refusé d'accepter que depuis 2 ans, depuis 2019, M. Gervais Mendozé était pris en charge par la présidente de la République. C'est-à-dire que c'était une prise en charge déjà directe. Donc, moi, je pense que estimer que pourquoi certains ont droit et d'autres n'ont pas de droit, moi je pense que c'est du ressort discrétionnaire du chef de l'État. Mais est-ce que c'est juste? On cache beaucoup de choses dans la discrétion du chef de l'État. Hein. Oui, notre rôle aussi, c'est d'apprécier les décisions du chef de l'État. Tout à fait. Mais notre rôle aussi, c'est de dire la vérité, de dire que Gervais Mendozé a bénéficié d'un régime de traitement de faveur par rapport à d'autres malades, comme par exemple Amadou Vamoulke, qui depuis 5 ans est emprisonné. Le procès n'avance pas, mais il est très malade. Mais lui, il n'est pas dans une cellule VIP à l'hôpital central de Yaoundé. Moi, je pense qu'il y a une sorte c'est des situations que l'on gère d'une manière ou d'une autre. Mais quand il s'agit même de parler de on pose la question sur les critères. Quels sont les critères, justement, que certains bénéficient et d'autres n'en bénéficient pas? Les critères sont subjectifs. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend des personnes qui leur donnent la possibilité de pouvoir aller se soigner en France, en Europe, à l'étranger. Et surtout, il y a aussi une chose qui est certaine. On ne peut pas envoyer quelqu'un se soigner en Europe tout simplement parce qu'il est victime d'une maladie dégénérative. C'est-à-dire que hypertension, diabète, insuffisance rénale ou insuffisance cardiaque. Non. Quand on envoie certaines personnes, c'est certainement parce qu'il y a certainement des chances de rémission, des chances de guérison. Mais on n'envoie pas quelqu'un qui est en phase terminale ou en phase de vie se faire évacuer pour mourir à l'étranger. Ça va encore le coûter plus cher à l'État de le ramener au Cameroun. Donc moi, je pense que la maladie, il y a quand même un début, elle ne commence pas à être grave. Non, on sait quand quelqu'un tombe malade. C'est pour ça, Flavien Vallon, que je vous ai dit que ce débat est long. C'est un débat long, puisque le sujet... Mais qui est important à faire? Oui, il est important à faire. Bon, pourquoi une préférence pour certains? Pourquoi pas pourquoi ignorer les autres? C'est un autre débat. Mais je pense que dans le cas d'espèce, et dans le cas, ce qui pose ce problème aujourd'hui, c'est le cas de problème Gervais Mendozé, parce que certains estiment que l'État l'a laissé mourir. Mais il était dans quelle situation? Est-ce que même si on l'évacuait, est-ce que ça allait le sauver? Moi, je pense que ce n'est pas à ce niveau qu'il faut regarder les choses. Il faut questionner d'abord la longueur de procédure de l'opération Épervier, qui met des années, parfois 10 ans, avant de pouvoir trouver les preuves contre une personne. Ça, il faut le connaître. Moi, je pense qu'il faudrait même trouver le moyen de pouvoir sanctionner les magistrats qui ne peuvent pas solutionner un problème dans les délais légaux, parce qu'il existe des délais pour se saisir d'une affaire et de la régler. Il y a des personnes, on peut citer au hasard par exemple Alain Adgame Bengo, qui est en prison depuis 2 ans, mais dont le procès n'est pas encore ouvert. On parle de la situation sanitaire, Kaminele, pour des gens qui sont là également, vous les citez normalement, s'ils sont malades, que doit-on faire de ces personnes?
moi, je pense que lorsqu'il y a mort d'homme, il faut vraiment être d'une certaine nature pour ne pas être de bonne foi. Nous sommes en face d'un haut responsable de l'État camerounais qui est décédé en prison et qui pendant plusieurs semaines a quémandé, le mot n'est pas exagéré, une évacuation sanitaire avec des photos que l'on a vues de lui à l'état de santé chancelant. Quel élément objectif voulez-vous pour reconnaître qu'il était important de l'évacuer et peut-être le sauver? Je ne suis pas médecin, mais ce qu'on voyait n'était pas agréable d'un ancien responsable à un haut niveau de l'État comme Gervais Mendozé. Camille essaye d'expliquer un certain nombre de choses qui sont difficiles à comprendre. Il me souvient que Yves Michel Fosso, qui est ancien administrateur, directeur général de la CAMER, a bénéficié dans des circonstances similaires d'une évacuation sanitaire qui jusqu'à présent... Lui n'était pas pris en charge depuis 2 ans par la présidence. Il n'était pas pris en charge depuis 2 ans. Au Maroc, je pense que même pour la paix sociale, je ne sais pas dans quel état les proches de Gervais Mendozé qui écouteraient ce que dit Camille ce matin sont ce matin, mais il est important de chaque fois rappeler, même pour la mémoire, même pour sa conscience, qu'il est important. Nous sommes justement dans le domaine de la justice. Il évoquait le cas de Amadou Vamolke. On est à près de 50 renvois dans une procédure qui est tout à fait extraordinaire. Amadou Vamolke, lui, alerté sur son état de santé, critique ou pas, il le dit, il a adressé une lettre ouverte au ministre de la Justice, garde des Sceaux, une lettre au ton quand même assez impressionnant. Par les mots qu'il utilise, il parle d'une déclaration de guerre du ministre de la Justice vis-à-vis de sa personne. Il y a une crise sanitaire qui est en cours. Lui, à son âge, il est une personne qui est évidemment dans une couche vulnérable à la pandémie. J'avais Mendozé également. L'ensemble de ces facteurs font qu'on ne peut pas épiloguer lorsque on a des médecins qui peuvent examiner, savoir si les faits qui sont allégués, est-ce que c'est une ruse pour se soustraire des demandes de la justice, est-ce que les faits sont avérés, mais je pense que il ne faut pas faire de la mauvaise foi lorsqu'il s'agit des questions de vie ou de mort des personnes, même si ce sont des personnes à qui on peut reprocher un certain nombre de dérapages au plan de la gestion financière. Alors, une seconde, Flavien Valonongo, ne me jetez pas à la vindicte de la famille Mendozé. C'est-à-dire, ne me dites pas ce que dirait la famille en disant que ce que je dis est vérifiable. Cette famille sait que depuis 2019, la présidente de la République s'occupait personnellement de Gervais Mendozé. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je dis tout simplement que l'État, la présidence de la République a pris certaines personnes en charge. Ce n'est pas le fait de lui, parce que le plateau technique qui s'occupait de lui au pavillon de l'hôpital central de Yaoundé, on ne peut pas forcément dire qu'il n'était pas qualifié ou bien il ne pouvait pas permettre à ce monsieur de survivre pendant 2 ans. Alors, raison de plus, il fallait l'évacuer. Oui, mais il fallait l'évacuer. Bon, maintenant, s'il était en phase terminale d'une maladie, parce que ça, on n'entre pas dans le dossier médical. S'il était en phase terminale, on allait l'évacuer malgré le fait qu'il soit en phase terminale. Vous êtes en train de me pousser à dire des choses que je ne devrais pas dire. Moi, je dis sincèrement... La date est arrivée en phase terminale. Donald Boys, ne tombons pas... Il a été condamné à 20 ans de prison en 2019, ça fait 2 ans. Ne tombons pas dans une sensiblerie inutile et vindicative. Il ne s'agit pas de sensiblerie, c'est une question de mort. Non, c'est vous qui faites Camille. Vous faites preuve de sensiblerie. Mais est-ce que vous-même, vous saviez que depuis 2019, il était pris en charge par la présidence de la République? Est-ce que vous le saviez? Depuis 2016, depuis 2016, Amadou Vamolke non, je parle de Mendozé. En détention préventive. Non, je parle de Mendozé. Son procès a été envoyé plus de 30 fois. Lorsqu'il décédera demain, je ne le souhaite pas, vous direz presque la même chose. Depuis 2016, je relève justement le fait que ce procès dure, qu'il est malade. Moi, je le dis tous les jours au moins. Mais vous ne l'avez jamais dit pour Mendozé. Vous ne saviez même pas qu'il était dans un pavillon VIP. C'est ça le problème. C'est ça la différence entre vous et moi. Nous laissons le soin au lecteur d'Arélix ce que la presse propose. C'est intéressant. Ce sont des sujets qui vont susciter en vous également des commentaires, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été nombreux à regarder encore ce programme. Demain, dans 20 minutes.